Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des agro-webinaires du mardi en partenariat avec l'ACTA, l'Académie d'agriculture de France et Agrinium. C'est aujourd'hui le dernier épisode de notre mini-série consacrée au carbone et agriculture. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux agricultrices. Je laisserai se présenter, Diane Mazur et Véronique Laby. Et Diane, je vais te laisser te présenter et dérouler ta présentation. Bonjour, donc je m'appelle Diane Mazur, je suis agricultrice depuis 13 ans. Donc avant, j'ai une formation d'ingénieur agronome et avant, j'étais consultant et enseignant. Et j'ai repris ma ferme en 2012 et je suis partie immédiatement en agriculture de conservation des sols parce que pour moi, c'est une évidence agronomique. Donc depuis, je me suis beaucoup engagée. Donc j'ai pris la présidente de l'APAD, qui est l'Association pour la promotion d'une agriculture durable. L'APAD fait également partie d'un groupe international sur l'agriculture de conservation, le GECAN, auquel je participe. Le GECAN est également au bureau du 4 pour 1000, donc je suis représentante des agriculteurs au bureau du 4 pour 1000. Et puis, je me suis pas mal engagée dans les réflexions sur le Shift Project. Je suis également administrateur à la coopérative La Chambrière dans l'Aube. Par ailleurs, donc mon exploitation, c'est 120 hectares en argilo-calcaire superficielle dans le sud de l'Aube. J'ai la chance d'avoir un parcellaire groupé. Donc là, je suis descendue de mon tracteur où je semais des lentilles pour venir vous parler. Et donc, je fais essentiellement des céréales, beaucoup de semences. Donc là, c'est justement des semences de lentilles. Je fais de la légumineuse et puis du chanvre. Et me suis beaucoup investi, je suis beaucoup partie dans des démarches de certification. Donc, j'ai été en agriculture biologique sur un quart de mon exploitation entre 2015 et 2022. Et puis, je suis labellisée au cœur des sols, qui est un label d'agriculture de conservation des sols spécifique à la PAD. Je suis HVE, je suis dans plusieurs MEC, dans une MEC, là, je viens juste de rechanger, et dans des démarches qualité. Et donc, d'abord, j'imagine que vous connaissez tous l'agriculture de conservation des sols, mais au hasard où vous ne le connaîtriez pas, je vous rappelle, donc c'est une agriculture qui est définie par la FAO. Donc, c'est ça la grande, quelque chose qui est très important pour nous parce que ça nous permet d'avoir une définition qui soit ferme et qui permet parfois d'éviter la confusion entre toutes les terminologies aujourd'hui qu'on a sur beaucoup d'agriculture durable. Mais donc, au moins, l'agriculture de conservation des sols, elle est définie avec trois grands principes, trois grands piliers. Donc, le semis sans travail du sol, la couverture. Donc là, je vous ai mis un exemple de mon semis de blé l'année dernière, en novembre, donc dans un très beau couvert de moutarde. Alors, il y avait également de la veste, etc. Mais c'est la moutarde qui a pris le dessus. Le deuxième pilier, c'est la couverture permanente du sol. Alors, encore une fois, c'est des photos de mon exploitation. Là, c'est pour vous montrer que l'ensemble de photos qui est indiqué, si on part de la récolte du blé, juste après, juste quand on a fini de moissonner, on va semer un couvert qui va se développer et ensuite on ressème dans ce couvert. Alors là, je vous ai fait un blé sur blé, mais bien sûr, on ne fait pas un blé sur blé. Et puis, justement, c'est cette notion de diversité, rotation des cultures. Quand on est rentré dans ce système qui est un système avec moi j'appelle ça une rétroaction positive, ou en tout cas quelque chose où ça s'améliore en permanence. On va continuer à améliorer, on se rend compte de l'importance de la diversité, de la biodiversité. On va également favoriser l'utilisation de cultures différentes, déjà dans nos couverts, mais également, vous avez vu, j'ai pas mal de diversité dans mes plantes que je sème, et donc c'est une notion de diversité et rotation des cultures. Alors, ce qui est important dans l'agriculture de conservation des sols, c'est la synergie des trois piliers, des trois principes, c'est-à-dire qu'il est vraiment important d'utiliser les trois principes en même temps. Alors, j'ai essayé de vous faire un rapide, euh, un rapide descriptif des bénéfices. Alors, finalement, j'ai réfléchi ce matin, je me suis dit, oh là, ça va être trop long et beaucoup trop. Il y a écrit trop de choses. Alors, je vais lire que les titres. Derrière, si vous pourrez re-regarder, j'ai mis des références. Donc, déjà, il n'y a pas d'impact sur la production. C'est une agriculture qui est productive. On a des rendements qui sont équivalents à l'agriculture conventionnelle. On va dire qu'on a peut-être moins de variations les années où nos voisins vont dire qu'ils ont eu des super rendements, nous on a des rendements moyens, mais les années où nos voisins vont dire qu'ils ont eu des mauvais rendements, on a toujours des rendements moyens. Donc, c'est cette notion, c'est une agriculture productive. Ensuite, l'impact sur la biodiversité, je vous ai parlé de cette notion de ne pas travailler le sol, la notion d'avoir une diversité dans des plantes, de couverts et de cultures. Et donc, forcément, ça va recréer un écosystème et donc un équilibre auxiliaire et pathogène, donc avec l'importance sur ensuite les traitements. Et également, on travaille sur du vivant et avec du vivant. Si vous avez regardé
le premier webinaire de Anne Gouillon, voyez l'importance du vivant. J'en parlerai juste après. Après, sur l'impact sur le sens du métier d'agriculteur. Souvent, les agriculteurs ne rentrent pas en agriculture de conservation des sols par une réflexion agronomique, mais parce que ça fait gagner du temps. Beaucoup d'éleveurs, ils vont justement pour cette notion de gain de temps. Et donc également, si vous utilisez moins d'intrants, parce que vous ne travaillez pas les sols et vous utilisez peut-être moins de phyto, et que vous avez les mêmes rendements, vous avez également un impact sur la rentabilité. Après, aujourd'hui, on parle beaucoup d'eau, donc il y a également un impact sur la qualité et la disponibilité de l'eau. Vous avez un sol qui est mieux structuré, donc qui va avoir son rôle de, de conservation de l'eau. Et puis également, il y a un impact sur un sol vivant, donc le pouvoir épurateur des sols vivants, et également une totale disparition de l'érosion. Donc c'est également un impact sur la qualité de l'eau. Enfin, et c'était le sujet d'aujourd'hui, donc c'est le plus important, mais c'est la notion de carbone. Donc en fait, souvent, euh, pour nous, la notion de carbone, c'est presque la cerise sur le gâteau, puisqu'il y a beaucoup d'autres impacts positifs qui sont liés à l'agriculture de conservation des sols. Pourquoi est-ce que l'agriculture de conservation des sols est associée au carbone? Parce que si on regarde, dès qu'on parle de bilan carbone, hein, d'un côté, il y a les émissions de gaz à effet de serre, avec bien sûr la consommation du gazole, mais également l'utilisation d'engrais azotés. Et puis de l'autre côté, il y a le stockage du carbone dans les sols, donc cette notion d'utilisation d'un puits de carbone. Donc en quoi est-ce que l'agriculture de conservation des sols est intéressée au carbone? D'un côté, donc, on va avoir moins de consommation de gazole puisqu'on ne travaille pas les sols, moins d'intrants azotés si on a des très beaux couverts, et puis, donc couverts de légumineuses, hein, qui captent naturellement l'azote. Et de l'autre côté, on a la notion de stockage de matière organique dans les sols. Vous imaginez bien que si toute l'année, vous avez votre sol couvert, soit par une culture, soit par une interculture, vous allez capter du carbone par la photosynthèse toute l'année. Donc, on a une optimisation de cette biomasse. Également, j'ai parlé que la production était équivalente. Donc, on a bien également une production importante encore une fois, de biomasse qui va être équivalente. Je vous ai dit que j'avais été pendant 7 ans en agriculture biologique. Je n'ai pas réussi à avoir des rendements équivalents, donc j'ai plein d'atouts positifs sur l'agriculture biologique. Mais donc, en conséquence, la biomasse produite, la biomasse que j'ai captée, le carbone qui vient de l'atmosphère, était donc inférieure. Également, donc il y a cette notion d'augmentation de matière organique des sols. La matière organique des sols, c'est bien le carbone dans les sols, est liée par le fait qu'on laisse sur les sols, eh ben, je vois que j'ai oublié de le remettre, qu'on laisse sur les sols nos résidus de culture. Donc, c'est vraiment cette notion, nous nourrissons le sol avec du carbone, et moins de minéralisation liée au labour, et puis pas d'érosion. Hein. L'érosion, c'est comme une perte sèche de la matière. Donc, c'est bien tout cet aspect qui va montrer que c'est intéressant de s'intéresser au carbone avec l'agriculture de conservation des sols. Je m'étais amusée, prochaine slide, je m'étais amusée à. C'est juste parce que j'ai regardé le premier webinaire d'Anne Gouillon qui parlait de l'importance de l'approche systémique. Alors, elle, là, c'était, je crois, sur l'homéostasie, quelque chose comme ça. Et moi, je m'étais amusée à faire un schéma équivalent de tous les bénéfices et les interactions de la mise en place de l'agriculture de conservation des sols. En haut, vous aviez la diversité des cultures, les couverts et le non-travail du sol. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est difficile, quand on est dans un système vivant, de voir les interactions et de voir les bénéfices. En tout cas, ce qui est intéressant sur l'agriculture de conservation des sols, c'est que ça a été mis en place par les agriculteurs parce que c'est les premiers acteurs qui observent les bénéfices. Et oui, dans mon exploitation, je ne peux pas forcément mesurer c'est pas forcément facile de trouver des indicateurs, mais je peux vous dire qu'il y a plus de vers de terre, qu'il y a des nouveaux insectes qui sont revenus, qu'il y a plus de rapaces qui sont, etc. La biodiversité, c'est quelque chose qui se voit sur les exploitations. Alors, donc j'ai écouté également le deuxième webinaire où sont intervenus Sylvain Pellerin et Jean-Baptiste Dolé. Et ce qu'ils ont dit, un potentiel de stockage additionnel principalement dans la plaine. Ils ont montré l'importance d'utiliser le puits de carbone de l'agriculture, le puits de carbone que peut permettre l'agriculture. Ce qui était intéressant, c'est la slide qui est en haut à droite, c'était cette notion, hein, que les pratiques vont permettre d'utiliser le potentiel de stockage dans les sols. Et derrière, ça permet également, hein, c'est toujours cette notion d'augmenter la matière organique des sols. J'ai relevé plusieurs phrases que je vais traiter dans les slides suivantes et je vous les redirai à ce moment-là. Ça m'a fait plaisir parce que quelque part, il y avait vraiment une synergie, une relation entre ce qu'ils ont dit et ce que nous, on constate dans nos champs. Alors, pourquoi? La première chose qui a été dit, hein, c'est juste, pour un agriculteur, le problème est la ressource. C'est cela qui est limitant. Qu'est-ce que je fais de la biomasse que je produis?
Les dynamiques de stockage sont plus lentes que les techniques de déstockage. Et enfin, la troisième phrase dont je vais parler, c'est il faut maintenir et accroître ce stock. Un agriculteur, il a des choix. Et ça, c'est fondamental de se rappeler que nous sommes des chefs d'entreprise et que nous avons des choix. Le choix par rapport au carbone, vous imaginez bien, augmenter la matière organique des sols, c'est équilibré entre ce que j'ai capté du soleil, ce que je rajoute dans mes champs et ce qui va en sortir. C'est bien le bilan, hein, c'est entrée moins sortie, stockage ou déstockage. Quand on regarde toutes les photos, c'est des photos sur mon exploitation, encore une fois. Donc, la biomasse, hein, la première chose, la production primaire, c'est la photosynthèse. Cette photosynthèse, je peux l'optimiser donc par mes cultures et mes intercultures. Donc là, j'ai bien photosynthétisé un maximum sur l'année. Ne pas faire d'interculture, c'est se priver d'une entrée de biomasse dans son système. Ensuite, il y a la notion, hein, quand on parle du sol, hein, le sol, il y a une capacité de lessivage et de lixiviation. Bien sûr, ce lessivage peut être augmenté par du travail du sol ou par une mauvaise structure du sol. Donc après, j'ai ma petite slide avec mon super couvert. Hein, donc ça, c'est bien la deuxième fois que je photosynthétise. Il est aussi possible, pour certains, de rajouter du compost. Il faut bien se rappeler que quand on rajoute un compost sur notre exploitation, si on n'est pas éleveur, ou si on prend un compost, c'est bien du carbone exogène. C'est bien du carbone qui n'a pas été synthétisé sur mon exploitation. C'était également dit, hein, dans les discours du dernier webinaire. Rappelons-nous, si je reste avec un système sans apporter du carbone, tout le carbone, toute la matière organique si ma matière organique dans mes sols augmente, c'est bien du carbone qui vient de chez moi, c'est-à-dire du carbone qui a été photosynthétisé et qui a été restitué au sol. Après, dans les sorties, bien sûr, il y a la récolte, hein, c'est normal, il faut bien qu'on sorte un petit peu quelque chose parce qu'il faut vivre. Il y a l'érosion. Donc là, la photo en bas, c'est une photo que j'ai prise entre mon champ et le champ de mon voisin. Donc voilà, dans mon champ, il n'y a pas d'érosion, dans le champ de mon voisin, il y a de l'érosion. Également, si on regarde la question de la minéralisation, encore une fois, là, on est en octobre sur mon exploitation et chez mon voisin. Et vous voyez que dans un cas, lui a travaillé ses sols et moi, je suis en train de photosynthétiser de la matière par mes couverts. Après, n'oublions pas, et c'est pas assez. Beaucoup disent il suffirait si on rajoute de l'élevage sur une exploitation, on rajoute une entrée de carbone. Non, rajouter de l'élevage sur une exploitation, on ne va pas parler des microbiotes, mais de la notion de le mouton, quand il est en train de paître, il mange du carbone, il va grossir, il va émettre des déjections, mais si on parle vraiment dans la notion de cycle du carbone, on n'a pas plus d'entrée, sauf si on lui apporte du foin qui vient d'ailleurs, et encore une fois, là, on est sur un apport de matière qui vient d'ailleurs. Et puis, bon, là, ce n'est pas sur mon exploitation, mais il y a la notion du feu. N'oublions pas, ça, c'est une des sorties possibles de carbone de nos exploitations. Donc, tenir compte de tous ces paramètres pour gérer son exploitation, c'est vraiment un choix de pratique. Et c'est vraiment important de se dire que l'agriculteur, s'il a envie d'augmenter le carbone dans ses sols, c'est bien un choix dans la manière de cultiver. À l'APAD, donc je vous ai dit, on s'est intéressé dans cette association. Alors, oui, pardon, je suis présidente de l'APAD, l'association pour la promotion de l'agriculture durable, et on promeut l'agriculture de conservation des sols. Et dans cette idée de promouvoir l'agriculture de conservation des sols, on s'est intéressé au carbone en se disant si on arrive à montrer, comme le montre la bibliographie, que des exploitations en agriculture de conservation des sols ont un bilan qui est stockeur, c'est-à-dire qu'on stocke plus de carbone qu'on émet de gaz à effet de serre, c'est bien un beau message sur l'importance de l'agriculture dans le changement climatique, ou en tout cas l'importance de l'agriculture en tant que restauration de la fertilité des sols. Donc, on est rentré dans la démarche du label bas carbone grande culture du ministère de l'Environnement, qui permet de faire un bilan. Donc, Véronique va ensuite parler d'une autre démarche, qui est la démarche liée à l'élevage. Moi, je vais vous parler de la démarche qui est liée aux grandes cultures. Donc, cette démarche, on a une méthodologie pour calculer les émissions de gaz à effet de serre et une méthodologie pour calculer le stockage du carbone dans les sols. La PAD étant un collectif d'agriculteurs, une association d'agriculteurs, on a posé un projet collectif, donc 190 fermes, ça représente 36 000 hectares, et le calcul nous fait générer 50 000 crédits carbone par an. Donc, si dans l'assistance, il y a des gens qui veulent acheter des crédits carbone, contactez-nous, on en a à vendre. Donc là, c'est la partie crédit carbone. La partie bilan net d'une exploitation, ça nous a permis d'avoir des chiffres sur le bilan net d'une exploitation. Donc là, c'est les chiffres de 2 années, 2023-2024, et donc sur 29 000 hectares.
Et la moyenne des émissions de gaz à effet de serre qui a été mesurée sur toutes ces exploitations en agriculture de conservation des sols est une moyenne de 2,2 tonnes d'équivalent CO2 par hectare et par an, qui sont donc émissions de gaz à effet de serre. En parallèle, la moyenne du stockage de carbone sur l'ensemble de ces fermes, on arrive à 3,3 tonnes. Ce qui veut dire qu'on a un bilan net stockeur de 1,1 tonne équivalent CO2 par hectare et par an sur l'ensemble des fermes de la PAD. Ce chiffre, pour moi, est extrêmement important. Ça veut dire qu'on parle toujours de l'agriculture est émetteur de gaz à effet de serre. Non, non, une certaine agriculture permet de stocker plus de carbone dans les sols qu'elle utilise d'équivalent CO2 pour produire. Donc, plus on produit, plus on stocke dans les sols. Donc, pourquoi c'est si important de parler de stocker du carbone dans les sols, hein? C'est le premier petit schéma, c'est la notion, hein, le carbone dans les sols, c'est la matière organique qui est dans les sols. J'ai repris un schéma de Pascal Boivin sur le rôle de la matière organique, que j'aime beaucoup parce qu'il a l'air très simple, mais montrer que plus la matière organique dans les sols augmente, plus la quantité de carbone dans les sols augmente, plus on augmente la porosité, la rétention, l'aération, l'infiltration, la portance, la stabilité, l'activité biologique, etc., etc. Vraiment, la notion de mesurer la matière organique dans les sols et d'avoir cette volonté d'augmenter la matière organique dans les sols, c'est favoriser la fertilité, c'est favoriser la biodiversité, c'est améliorer le fonctionnement, etc. Donc, c'est vraiment un objectif, et savoir qu'on peut augmenter cette matière organique, que tout en produisant, on peut l'augmenter, c'est extrêmement important. Donc, j'ai repris le schéma qui a été présenté par Sylvain Pellerin sur le potentiel qu'on a en France de pouvoir augmenter cette quantité de matière organique dans les sols. Après, hein, c'est cette notion de gagnant-gagnant, hein, c'est qu'on va permettre, c'est une des réponses au changement climatique, hein, c'est bien le principe du 4 pour 1000 qui a bien été expliqué. L'initiative 4 pour 1000, hein, c'est alors, en gros et en simplifiant, hein, si tous les sols cultivés de la terre augmentent leur taux de matière organique de 4 pour 1000, on va pouvoir compenser les émissions de gaz à effet de serre des humains sur Terre. Et là, je vais reprendre pour résumer et montrer l'importance qu'a dit Sylvain Pellerin la dernière fois. Au bout de 30 ans, on est loin de la saturation. Dans les sols de grande culture française, on a de la marge. Donc, on a de la marge. Travaillons sur cette notion de changeons la manière de cultiver pour pouvoir stocker du carbone dans les sols et augmenter la matière organique des sols. Alors, bien sûr, la question qui se pose derrière, c'est pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Si c'est si évident, si on travaille moins, si on gagne plus, si on favorise la biodiversité, on répond au changement climatique, pourquoi on n'y arrive pas? Alors, c'est vraiment, en fait, c'est ma question que je me pose tous les jours, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a que, on dit quoi, 4-5% des agriculteurs français qui sont en agriculture de conservation des sols. Peut-être un peu plus, mais ça reste moins de 10%. Alors, pour l'agriculteur, le premier, alors, en fait, j'essayais de les hiérarchiser, mais je me rends compte qu'en fait, on n'arrive pas à les hiérarchiser, ça dépend des situations. Donc, dans les freins, il y a la notion de changement de paradigme, c'est-à-dire de complètement changer la manière de cultiver. Il y a la résistance culturelle et patriarcale. Hier, j'interrogeais quelqu'un, je parlais avec un agriculteur, il m'a dit, j'ai vraiment de la chance, si mon père était totalement opposé au départ, ensuite, maintenant, c'est mon premier soutien. Donc, on a vraiment cette résistance. Après, il y a la notion de pas de reconnaissance. Aujourd'hui, personne ne parle. Alors, on est en train enfin de parler d'agriculture de conservation des sols, mais ça fait 20 ans qu'on essaye de faire parler de cette agriculture. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de définition claire. C'est une technique qui vient des agriculteurs, donc forcément qui peut moins intéresser. Qui peut moins intéresser. Par exemple, c'est une agriculture qui utilise moins de gazole, moins d'azote, moins de matériel. Donc, on n'est pas forcément, on n'a pas forcément envie d'investir sur nous. Il n'y a pas de définition, donc ça, j'en avais parlé. Il y a un des freins, c'est qu'il n'y a pas de vision à long terme, c'est-à-dire que on ne sait pas si on sera soutenu ou pas soutenu par des aspects réglementaires. Et puis, pour les filières, c'est bien un changement sur une exploitation, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la filière. Donc, c'est toujours pareil, l'exploitation dans sa globalité doit changer. Et pour la société, hein, un des freins, c'est qu'il y a une certaine stigmatisation sur l'usage des produits phytosanitaires. On n'est pas zéro phyto. Donc, comment est-ce que mettre en place des leviers? Donc, en fait, ça, c'est le pendant de ce que je viens de dire, hein. Avoir une vision claire et à long terme, pour moi, c'est la chose qui est la plus importante du point de vue de nos gouvernements, de la législation.
définir des itinéraires techniques sécurisés par la capitalisation, intégrer dès la formation initiale. La personne à qui je discutais hier disait, moi, s'il n'y a qu'une seule chose que je veux changer, c'est qu'on me parle de cette agriculture avant. Favoriser, inciter le changement des pratiques par des primes, par une assurance sur la transition, orienter la recherche ou adapter les directives autorisation à l'agriculture de conservation des sols, qui est vraiment un système différent. On se rend compte qu'on ne doit pas mettre l'azote aux mêmes périodes. En tout cas, ça n'a pas du tout le même impact de mettre de l'azote sur un sol vivant que sur un sol travaillé. Alors après, là, je prêche pour ma paroisse, favoriser les réseaux d'agriculteurs, harmoniser les démarches filières en accord avec les agriculteurs et faire reconnaître les services environnementaux fournis par la société. Si je reprends les phrases qui ont été dites la fois dernière, il faut s'inscrire sur un monitoring de plusieurs dizaines d'années. Il faut faire du stockage de carbone une opportunité pour les agriculteurs et non une contrainte. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de la PAD, puisque j'aurais pu en parler avant, l'introduire avant, mais je suis allée directement sur le sujet. Donc, la PAD, c'est donc une association d'agriculteurs donc on était en 2024 700 adhérents regroupés en 13 associations locales. Il y a 34 administrateurs agriculteurs qui sont bénévoles et 9 salariés qui sont répartis sur tout le territoire. Et donc, c'est une association à but non lucratif. Et nos 4 axes, c'est animer et développer un réseau d'agriculteurs, donc par des tours de plaine, des échanges, des réunions techniques. Perfectionner la réussite technique du système agricole par une proposition de formation. On est certifié Calliope, Calicert. Sensibiliser sur les bénéfices de cette agriculture durable. Donc, on est présent au salon. Et puis, on a un kit pédagogique. On répond à ce que je suis en train de faire aujourd'hui, à participer à des webinaires. Et puis, valoriser les services environnementaux rendus par l'ACS. C'est la fameuse création d'un label au cœur des sols, qui est un label qui définit l'agriculture de conservation des sols, qui est certifié. Et puis, notre démarche sur le label bas carbone grande culture. Alors, en conclusion, je voulais, avec Julien Coilier, on avait décidé de vous parler aussi de l'importance des observations sur le terrain. Et on avait choisi comme thématique l'effet de la musique sur l'activité des vers de terre. Alors, c'est assez amusant d'observer ce sujet et on se rend compte que la musique rock and roll a un effet très perturbateur sur les horizons du sol. Qu'en revanche, toutes les musiques qui sont écrites en sol majeur ont un effet très positif sur l'activité des vers de terre et que, par exemple, la Marseillaise et God Save the Queen, qui sont des hymnes nationaux, sont en sol majeur, ce qui peut-être pourrait faire un lien entre la restauration des sols suite au combat. Et enfin, on voulait marquer l'importance des épandages de farine de poisson en cette date du 1er avril, qui ont aussi un effet très positif sur l'activité des vers de terre. Donc ça, c'était la petite remarque parce que quand même, faire un webinaire le 1er avril, il fallait vous faire un petit clin d'œil. Et j'en ai fini pour ma présentation. Un grand merci, Diane. Et peut-être que certains d'entre vous sont tombés dans le panneau, mais c'était le but. Merci pour ta présentation. Alors, avant de passer à Véronique, des questions qui te sont directement adressées et plusieurs questions. Pourquoi tu as abandonné le bio? Ah ben celle-là, on me la pose à tous les coups. Alors, c'est très intéressant parce que donc j'ai analysé mes taux de matière organique dans mes sols et sachant que j'ai peu d'origine exogène de matière organique, j'ai constaté une chute liée au travail du sol. Je suis factuelle, liée au travail du sol. Donc j'ai essayé d'augmenter mes couverts, toujours sur le même principe. Donc j'ai essayé d'augmenter mes couverts pour avoir de la biomasse qui viennent de mon exploitation. Et je suis arrivée à plusieurs impasses. Dans mes impasses, la première, c'était avoir plus de matière organique. J'ai arrêté le jour où j'ai appris que la sucrerie dont j'espérais les vinasses, suite aux crises de la betterave, ne me fournirait pas de vinasses. Donc là, pas de matière organique. À ce moment-là, déjà que j'avais une production assez faible, c'était un vrai échec. Qui était lié, alors après, sur la gestion de mes adventices, dès le moment où j'essaye d'avoir des couverts, ça veut dire que je vais travailler moins mes sols. Si je travaille moins et on va dire qu'autrefois, dans un système où peut-être que les étés étaient chauds et pas forcément humides, j'aurais peut-être plus d'efficacité. Bref, en tout cas, je suis arrivée à pas forcément bien réussir à détruire mes couverts, donc avoir une concurrence adventice dans la culture suivante. Dans la troisième, c'est le soutien aux filières. Le bio, c'est 5 ans de soutien sur la transition, mais pas de soutien sur le maintien. Aujourd'hui, les filières se sont beaucoup affaiblies. L'année où j'ai fait du blé bio, tout le monde m'avait dit fais du blé bio. Donc, comme je suis en mix, ça voulait dire que tout mon blé était en bio. C'est l'année où les cours du bio se sont effondrés. Et donc, il était plus intéressant que je le vende en conventionnel qu'en bio avec un rendement qui était de 40%. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Je dirais, c'est non-soutien à la filière et gestion de la matière organique sur mes sols.
Et, et une autre question directement adressée, avec tes 50 euros à l'hectare de crédit carbone, ça permet de payer quoi? Alors, il faut déjà dire pourquoi est-ce qu'on a mis 50 euros à l'hectare qui revient à l'agriculteur. Les crédits carbone sont à 65 euros. On avait fait un coût de la transition, alors qui peut-être pas, qui est peut-être sous-estimé, mais généralement, j'avais regardé une étude de carbone extract qui indiquait donc que le coût de la transition en agriculture de conservation des sols, on considérait que c'était environ 50 euros par hectare. Et comme il était estimé dans les bibliographies qu'on stockait environ 1 tonne par hectare et par an en agriculture de conservation des sols, en bilan net stocker, ça correspondait à ce qui finalement est la réalité, ça correspondait à une certaine logique. Il faudrait que ça soit beaucoup plus cher pour tout le monde, parce que je pense que les services rendus par une augmentation du carbone dans les sols sont supérieurs. Et super. Il y a d'autres questions, mais qu'on prendra après l'intervention de Véronique. Un grand merci encore, Diane, pour ton intervention. Et maintenant, on va parler plus d'élevage. On était dans les grandes cultures. Et on va changer aussi de région, puisqu'on va plus dans le sud-est avec Véronique, que je vais laisser se présenter. Véronique, qui est éleveuse de limousine. Et Véronique, je vous laisse démarrer, et puis je pourrais passer les slides aussi. Oui. Alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Véronique Laby. J'ai 56 ans et je suis installée depuis 2008. Donc ça fait 17 ans que je suis installée à la suite de ma maman. Donc deuxième génération d'agricultrice, puisqu'auparavant ma famille n'était pas du tout dans ce secteur-là. J'ai repris la ferme de ma mère en 2008 après avoir passé un BPREA. Et après avoir eu une autre activité professionnelle pendant près d'une vingtaine d'années, puisque j'ai travaillé dans le tourisme. Alors, la ferme que j'ai aujourd'hui, elle est sur 110 hectares, pas complètement, mais 110 hectares de prairies naturelles, enfin 4 hectares de métailles et le reste en prairies naturelles. Ma ferme est à 13 km du centre-ville de Lyon, donc en zone très périurbaine, hein, puisque la ville de Brignais compte 13 000 habitants. Donc vraiment, voilà, la photo que vous voyez l'illustre bien. Je suis vraiment en périurbain avec donc des conduites, notamment avec les tracteurs et la circulation assez intense. J'ai 55 mères limousines. Je suis entièrement inscrite au Herdbook Limousin, ça depuis le début, depuis 1978. Mes parents ont tout de suite adhéré au Herdbook Limousin, donc qui est de la sélection sur le troupeau. J'ai une conduite très particulière puisque mon troupeau est en plein air intégral, donc toute l'année dehors, vélage dehors, alimentation été comme hiver à l'extérieur. C'est une volonté depuis le départ de maman de mener une race d'abord plutôt rustique et de la mener à base d'herbe et de garder cette rusticité de la race. Donc j'ai quand même quelques petits bâtiments pour rentrer des animaux qui auraient des problèmes un vélage qui se passe mal ou au moment du sevrage, mais disons que la conduite de la ferme se passe vraiment en plein air. Alors j'ai ajouté à ce troupeau de 55 mères limousines il y a 2 ans 3 unités de poulets de chair, voilà, donc qui sont 3 de 200 poulets, chaque unité de 200 poulets, donc c'est vraiment une toute petite activité, mais j'en parle quand même parce qu'elle peut être intéressante économiquement. Donc l'alimentation de mes animaux est à plus de 90% à base d'herbe. Quand il y a de l'herbe au printemps, en été et à l'automne, c'est du pâturage. Et ensuite, en hiver, donc du pâturage, et mes vaches peuvent être éloignées de la ferme à plus de 10 km parce que moi, j'ai pas la chance de Diane d'avoir une structure parcellaire très regroupée autour de ma ferme. Je suis dans 9 communes différentes avec des parcelles qui font au maximum 8 hectares. Donc, pour l'élevage,
ça reste intéressant en périurbain, mais pas forcément très, très grand. Donc, printemps-été, mes vaches sont un peu de partout. Je ne surcharge pas mes prairies pour qu'elles aient de l'herbe pendant le temps le plus long possible. Et puis, parallèlement à ça, j'ai des parcelles où je ne fais que du foin, donc une coupe par an. Et puis, j'ai, avec un voisin qui est arboriculteur, des coupes de luzerne. Je lui achète des coupes de luzerne. Donc, du coup, en hiver, l'alimentation de mon troupeau qui est regroupé autour de la ferme, c'est pour les mères du foin et de l'enrubanage de luzerne. Les veaux sont complémentés avec de l'aliment que j'achète à un marchand d'aliments dans des nourrisseurs. Sur ce qui est génisse, c'est foin uniquement, et mes repros, mes taureaux reproducteurs que je vais vendre, c'est foin et ils sont complémentés également avec de l'enrubané. Enfin, il y a toute la partie des bêtes que j'engraisse qui, elles, sont au foin, enrubanées de luzerne et avec le métail que j'ai fait broyer, écraser, voilà, en complément. Alors après, mon mode de commercialisation sur ce petit troupeau, ça a été toujours un leitmotiv dans la famille d'éviter au maximum les intermédiaires. Donc aujourd'hui, je vends des reproducteurs mâles, des reproductrices femelles. J'ai quelques broutards qui partent à l'engraissement dans les monts du Lyonnais, où il y a pas mal d'éleveurs laitiers qui ont arrêté la production laitière et qui ont pris des petites unités d'engraissement. Donc, j'ai une dizaine, 10 à 15 broutards qui partent à quelques kilomètres de chez moi. Et ensuite, j'ai mis en place depuis une dizaine d'années un marché de producteurs chez moi qui a lieu tous les vendredis soirs, où il y a 10 productions différentes, hein, du maraîchage, des fruits, etc. Et donc, je vends tous les vendredis de la viande de bœuf et du poulet sur ce marché. Alors voilà, voici les images de ma ferme, un petit peu le décor. Alors ensuite, on parle carbone, et donc dans un endroit aussi, dans une ville aussi urbanisée avec beaucoup de sentiers pédestres qui traversent ma ferme, on m'a souvent interrogée sur mon troupeau, comment je m'en occupais, ce qui se passait, est-ce que c'était encore bien de manger de la viande, est-ce que mes vaches ne polluaient pas, enfin tout un tas de questions diverses et variées, si elles n'avaient pas froid en hiver. Donc, c'est là qu'on m'a proposé, avec les conseils l'organisme qui me conseille en élevage et qui fait le contrôle des pesées de mes veaux, qui s'appelle Alsony. Ils m'ont proposé un CAP 2ER qui est en fait un outil qui a été mis en place en 2018, il me semble, et qui est à disposition des conseillers et des agriculteurs, des éleveurs, pour évaluer l'impact environnemental de son exploitation, les performances, et se situer par rapport aux autres, et puis par rapport aux références, et puis avec l'ambition de progresser. Donc, ce CAP 2ER, je l'ai fait donc en 2021, donc ça fait déjà quelques années, il y a 4 ans. Donc, c'est un audit qui est assez long à mettre en place, parce qu'on va nous questionner, bien sûr, sur nos surfaces, sur notre SAU, sur nos productions végétales, sur nos productions animales, sur notre utilisation du carburant, de l'électricité, de produits végétaux, des engrais, etc. Donc, il y a beaucoup d'informations à donner aux techniciens qui va les recueillir. Tout ça va être mouliné, et puis en ressort un bilan qui est le chiffre de la compensation des émissions de gaz à effet de serre sur nos fermes. Et donc, pour ma ferme en particulier, c'était le chiffre de 58%, ma ferme compense à 58% les émissions de gaz à effet de serre
et c'est compensé par le stockage de carbone, par mes prairies naturelles, par les haies, par les mares que mon troupeau entretient. Donc cet audit, j'ai aimé le faire parce qu'il m'a permis de répondre à toutes les questions des promeneurs et des consommateurs qui viennent sur ma ferme le vendredi. Donc j'ai enfin pu vraiment leur donner des chiffres, notamment sur le nombre de kilomètres de haies qui parcourent ma ferme, pratiquement une dizaine de kilomètres, une dizaine de mares, le stockage du carbone et toute la biodiversité que je peux entretenir, leur expliquer aussi la richesse de la prairie naturelle par la filtration de l'eau pour la rendre à la nappe phréatique plus propre. Ma ville est en zone inondable et à plusieurs reprises, et notamment en 2003 et puis l'automne dernier, le rôle de la prairie a été vraiment flagrant en stockant l'eau et en la redéversant. Enfin, je suis au-dessus d'un petit vallon stockant l'eau et en la, la relâchant plus doucement pour atténuer un petit peu les, les inondations. Donc voilà, ce Cap de Zeher m'a vraiment donné quelques cartes pour répondre au grand public et leur expliquer que voilà, aujourd'hui, ces animaux, ils mangent de l'herbe, ils participent au stockage du carbone et que ça a tout son sens encore d'avoir de l'élevage en France et avec en plus l'aménagement du territoire. Alors après, il y a des choses qu'il faut bien entendu améliorer. Donc moi, le point faible, c'était la dépendance aux aliments. Bien que peu de mes animaux en mangent de façon régulière, ben, il y en a quand même. Donc c'est pour ça que je me suis mise l'année dernière enfin, à l'automne dernier, j'ai planté du triticale et que ça fait déjà plusieurs années que je fais du métail. Donc ça, c'était un peu pour baisser cette dépendance à l'alimentation. Après, j'en fais pas plus parce qu'après, il faut du matériel, un savoir-faire que je n'ai pas forcément. Point faible aussi, le nombre de personnes nourries sur le bilan de ce cap de Zeher. Alors, c'est vrai que l'engraissement à l'herbe est beaucoup plus long, les bêtes sont moins poussées, mais du coup, je valorise bien la viande en vente directe, donc ce petit moins me permet, avec la bonne valorisation, est bien compensé. Et puis ensuite, il y a aussi ce qui apparaît, c'est l'âge au premier vélage dans mon troupeau. Je fais véler mes premières femelles à l'âge de 3 ans. On préconise quelquefois d'essayer de ramener cet âge de vélage un petit peu plus jeune, mais en contrepartie, il faut également les nourrir de manière plus intense quand on fait véler plus jeune. Donc, comme j'ai pas l'aliment en face ou les céréales suffisantes en face, pour l'instant, je garde cet âge de 3 ans. Que dire encore bah, moi, aujourd'hui, ce qui m'anime en ayant de telles pratiques, ces pratiques de plein air et de prairies naturelles, surtout de plein air, c'est parce que je suis dans une zone des anciennes moraines du Rhône, donc des terrains qui sont très, très porteurs. Les vaches ne sont pas dans des sols profonds et donc ne patauchent pas jusqu'au poitrail dans la boue. Je suis au sud de Lyon, il n'y a pas d'altitude, donc on n'a plus de vrai froid ou de neige pendant l'hiver, donc le troupeau s'y trouve bien. Et pour preuve, j'ai pas d'animaux malades de l'hiver, j'ai pas recours, comme ils ne sont pas fermés dans une grande stabulation, je n'ai pas de recours à des vaccins contre la diarrhée ou contre la grippe. Et puis, ce qui m'anime aussi en ayant cette conduite d'élevage, c'est
de pouvoir apprécier toute cette biodiversité qui gravite autour de mon élevage, aussi bien les gros gibiers que les insectes, que les chauves-souris, enfin, et tout ça qui est vraiment perceptible puisque je reçois beaucoup de classes et j'aime les emmener admirer au-delà de mes vaches toute cette biodiversité, tous ces petits animaux et insectes qui sont sur ma ferme. Donc voilà moi ce qu'il en est de. Enfin, et après, en voyant cette photo avec mon fils en concours, je voulais dire que cette conduite d'élevage assez extensif n'empêche pas non plus de travailler sur la génétique et d'avoir un troupeau qui a toutes les caractéristiques pour vendre des taureaux reproducteurs ou des femelles et qui participe donc à l'amélioration de certains critères qu'on souhaite dans la race pour être productif. Notamment la finesse d'os, de plus en plus de viande, des épaisseurs de dessus pour là où les morceaux nobles sont les plus importants et les mieux valorisés. Donc j'essaye de maintenir cet équilibre entre troupeaux conduits en extensif et quand même garder un niveau génétique intéressant pour pouvoir continuer à vendre ces reproducteurs. Voilà, pour moi, j'ai terminé ma présentation et mon explication et je répondrai volontiers à des questions s'il y en a. Parfait. Merci beaucoup, Véronique. Moi, j'ai une question sur une fois qu'on a réalisé ce diagnostic, qu'est-ce que ça provoque? Enfin, est-ce qu'il y a des, ça a modifié des manières de fonctionner sur votre système d'exploitation? Que c'est une photographie à un instant T? Et comment après on arrive à mettre en place de nouvelles mesures pour piloter les différents indicateurs, que ce soit l'empreinte carbone, les indicateurs liés au carbone. Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Bah, moi, c'est comme je l'ai dit précédemment, c'est surtout l'aliment que j'achète qui me plombe un petit peu ce bilan. Bien que 58% de compensation, c'est quand même pas mal. Enfin, c'est plutôt très positif. Donc, c'est là-dessus que je me suis interrogée et c'est pour ça que je me suis mise à planter des céréales depuis l'année dernière. Et puis, ce métail que je fais déjà que j'ai commencé à faire après le cap de ZER pour essayer d'atténuer un petit peu cette empreinte avec l'importation de céréales. Ça a été un des points à améliorer. Et puis, j'ai également fait installer des panneaux solaires sur un des hauts vents de stockage de foin. Voilà, ça a été une autre réponse. Après, il y a du travail à faire sur le troupeau parce que comme j'ai un système très extensif avec des vaches qui vèlent dehors au pré, donc sans surveillance de manière j'ai pas de caméra pour les surveiller dans les prés. Donc il y a quelquefois un peu de casse, pas si importante que ça non plus, mais voilà, gagner peut-être aussi en productivité, je perds 3-4 veaux par an, essayer de travailler à la réduction de ces pertes. Voilà. Et peut-être aussi travailler, j'espère y arriver avec un meilleur état d'engraissement pour gagner un peu avec des carcasses encore plus lourdes avec l'aliment que je fabrique moi-même maintenant. Ok. Une question aussi donc, qui ressort une fois qu'on a fait ce diagnostic, comment on est suivi? Alors, c'est un outil qui est proposé par Lidl. Et après, techniquement, comment on vous accompagne pour adapter vos pratiques? Alors, moi, comme je suis inscrite au Herdbook Limousin, je suis forcément au contrôle des performances.
Et contrôle des performances, ce sont les bovins croissance qui le font. Alors dans notre région, nous n'avons plus de bovins croissance dans le département du Rhône, mais on adhère maintenant à un groupement, une association d'éleveurs qui s'appelle Alsony, qui couvre une grande partie de la Bourgogne et le département du Rhône s'y rattaché. Et c'est donc un technicien qui nous suit, donc pour le contrôle de pesée de nos veaux, pour le pointage des veaux juste avant le sevrage, et qui peut aussi nous conseiller sur des aspects économiques, techniques d'élevage, mais aussi d'alimentation sur nos troupeaux. Et alors, une autre question corollaire, on voit sur les différents graphiques, il y a votre atelier et la référence. Est-ce qu'il y a des échanges de bonnes pratiques, un peu comme à la PAD, entre agriculteurs éleveurs, pour justement échanger sur des manières d'améliorer l'autonomie, de compenser ces émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que est-ce que vous êtes inscrite dans un réseau de ce type? Alors, il n'y a pas vraiment de réseau de ce type-là qui existe, mais Alsony, toujours cette association d'éleveurs, anime les syndicats de race. Donc, notamment dans le département du Rhône, il y a le syndicat de race charolais et limousin qui existe. Et donc, ils animent des réunions ou des journées de formation sur ces thèmes-là et invitent la plupart des éleveurs à faire ce cap de ZER. Je crois qu'en 2024, il y en a eu plus de 45 000 en France de faits de cet audit. Voilà, donc là, le 15 avril, dans le département du Rhône, on a une réunion qui va être un peu sur ce thème, voilà, d'échange de pratiques. On connaît quand même la difficulté de l'élevage français. Enfin, aujourd'hui, en ce moment, le prix de la viande est bien remonté, mais on a quand même traversé des années plus que noires au niveau du prix de la viande. Donc, il faut trouver des solutions économiques de produire de la viande avec des systèmes de conduite moins coûteuses. C'était d'ailleurs ça à l'origine pour mes parents. Quand ils ont commencé, ils se sont installés tous les deux à plus de 45 ans. Ils n'avaient pas de moyens de partir à zéro avec des gros investissements. Et c'est l'aspect économique qui a beaucoup joué. Donc, au mois d'avril, là, le 15 avril, cette réunion organisée par Alsony et la Chambre d'agriculture du Rhône, elle va travailler justement sur ce questionnement et puis l'échange entre éleveurs. L'échange, je vais intervenir justement sur mes pratiques avec l'herbe. Font interroger et amènent. Enfin, moi, je vois autour de moi, dans les éleveurs qui sont dans ma communauté de communes, sont pour beaucoup aller sur ces systèmes basés très très fortement sur l'herbe. Et merci. Je vois que Diane a répondu à pas mal de questions qui étaient dans les questions-réponses. Merci Diane. Moi, j'ai une question pour toutes les deux. Donc, on a vu dans cette mini-série sur carbone et agriculture que le carbone était vraiment un sujet, que l'agriculture, qui était souvent pointée du doigt, était quand même source de solutions. Mais à un moment, quand on voit vos manières de produire, elles sont vertueuses, elles s'inscrivent souvent dans une manière de faire mieux que par rapport à la moyenne nationale. Mais après, quel bénéfice économique vous pouvez en tirer? Parce que là, vous avez fait des diagnostics. D'un côté, on peut revendre sur le marché du carbone, ou peut-être qu'on peut mieux valoriser la viande. Mais si jamais on essaye peut-être de généraliser, comment après, à la fois ces diagnostics élevage ou après des pratiques comme l'ACS, on peut vraiment avoir un bénéfice économique, mieux rémunérer les agriculteurs au-delà de leur production vendue? Je crois qui veut se lancer. Je peux. Vas-y, Diane. Ouais. Non, mais en fait, c'est toute la question. C'est la question de la reconnaissance. Si vous considérez que nous, agriculteurs, apportons des services écosystémiques à la société, il faut une reconnaissance. Donc, est-ce que c'est sur le prix? On est bien d'accord. Est-ce que c'est une valorisation réglementaire, c'est-à-dire comme on avait une prime à la transition pour le bio, une prime à la transition pour une agriculture plus durable? Alors il y a eu l'option des crédits carbone qui aujourd'hui ont un peu de mal à se vendre. On est donc favoriser la vente des crédits carbone. Quelqu'un posait une question sur
sur le stockage dans le temps, mais c'était justement une des réponses de la semaine dernière, hein, cette notion que déjà il faut maintenir et en créer plus. Donc si on commence à se dire, c'est ce que j'ai répondu dans une des questions, hein, si on commence à se dire ça vaut pas le coup d'y aller, on n'arrivera jamais à avancer. Euh, après, euh, donc oui, aujourd'hui, il faut reconnaître ce qui a été fait par les agriculteurs qui sont dans les démarches de Véronique ou dans la démarche d'agriculture de conservation des sols. Et oui, il faut crier haut et fort qu'il existe une agriculture qui est peut-être plus durable et un élevage qui est plus durable et qu'il va falloir soit payer plus cher les produits, soit que l'État décide de favoriser ces gens et de les soutenir. Mais en tout cas, se dire ah, on n'est pas sûr, c'est dommage parce qu'en fait, avant même d'avoir commencé, on freine. Et ce que montre Véronique et ce que moi je montre, c'est que on retrouve beaucoup plus de sens à notre métier d'agriculteur. Et ça, c'est vraiment important. Et que derrière, il y a aussi cette notion de voir un système vivant qui s'améliore. Et donc, on a envie d'aller de l'avant. Et dans beaucoup des organismes de recherche vont à la traque aux innovations qu'ils retrouvent chez des agriculteurs qui ont déjà changé leur système de production. Merci Diane. Véronique, est-ce que tu veux compléter? Moi, ce que je vais compléter par rapport à ce qu'a dit Diane, c'est que c'est vrai que pour moi, qui suis quand même très près de Lyon et quelque part une des premières vitrines de l'élevage dans un endroit très très urbanisé, pour moi, c'est quand même une satisfaction de pouvoir, quand on est un peu accusé, l'élevage est quand même très très souvent accusé de plein de maux, de pouvoir tout bêtement autour de moi montrer très concrètement les bienfaits de l'élevage et des vaches. Donc pour moi, cette conduite, elle me permet de répondre à plein de questions, à faire changer beaucoup de gens d'avis et d'expliquer que si on mange local, de saison, eh ben, il y a beaucoup de choses qui sont rectifiées. Une question qui pourrait ouvrir sur carrément un cycle d'une mini-série. La politique agricole commune va être à nouveau questionnée, réformée, donc une nouvelle va arriver. Quand vous parlez toutes les deux de reconnaissance, de meilleure valorisation, on va dire, du travail mené, mais pas forcément rémunéré, parce qu'aujourd'hui, le stockage du carbone, effectivement, on génère des crédits carbone, mais d'après ce que je comprends, ils ne sont pas forcément vendus. Et quel vœu vous pouvez avoir sur cette future politique à école commune par rapport à vos pratiques pour améliorer la ferme France, hein, du point de vue notamment du carbone, mais indirectement, on voit sur les notions de biodiversité qui ressortent très bien, que ce soit chez Diane ou Véronique. Moi, je veux bien savoir comment est-ce qu'on fait ça. Je veux bien avoir des contacts pour réussir à modifier la PAC. En fait, je me rends compte que ça va être, c'est important. Je vois que dans la dernière PAC, celle qui est sortie aujourd'hui, il y a une valorisation des haies. Je me dis, mince, ils ont réussi à valoriser les haies et nous, on n'a pas réussi à valoriser notre ACS. On n'est pas bon. Alors, c'est des petits agriculteurs comme moi qui doivent essayer de monter au créneau pour réussir à faire bouger les, 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 mince, vous voyez ce que je veux dire, bref. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on fait? Mais il faut que je fasse du lobbying, je ne sais pas, il va falloir que je trouve une solution pour que on valorise les pratiques vertueuses. Et je ne parle pas que de l'agriculture de conservation des sols. Et Véronique, peut-être aussi un vœu sur cette prochaine PAC. Curseur. La prochaine PAC, il va falloir qu'elle trouve des solutions pour qu'il y ait encore des éleveurs demain, parce que c'est quand même la question principale, hein, quand on connaît les chiffres du nombre d'élevages qui s'arrêtent, c'est quand même très inquiétant pour l'autonomie, enfin pour ne pas importer de viande de l'autre bout du monde. Donc, moi, je dirais d'abord que les éleveurs en bovin viande travaillent quand même beaucoup à base d'herbe. Hein. Pour la plupart, les animaux sont dehors, mangent de l'herbe et les fourrages sont faits sur les fermes, comme les céréales aussi. On a beaucoup, je pense, travaillé là-dessus. Maintenant, il faut qu'économiquement, ça soit viable pour qu'on ait envie de s'installer
dans le futur pour qu'il y ait des jeunes qui s'installent. Et ça, c'est l'équation difficile à résoudre, mais il faudra parce que les temps sont très inquiétants pour les éleveurs. Ok, merci. En tout cas, avec toutes les stratégies bas carbone que vous avez montrées, ça montre qu'il y a des solutions qui existent. Il y avait une diapo, Diane, que tu montrais, réponse rapide, complexe, la réponse rapide, on a juste à aller tout droit après le panneau, et la réponse complexe, il faut prendre quelques méandres pour arriver à trouver la solution. Je me dis qu'il n'y a pas de solution toute faite, mais là, vous illustrez avec vos dossiers d'exploitation que on a des solutions concrètes à mettre en œuvre, à déployer. Alors, il ne faut pas déployer de manière uniforme partout, mais en tout cas, ça donne beaucoup d'espoir. Un grand merci en tout cas. On clôture ainsi cette mini-série dédiée au carbone et agriculture. Encore merci beaucoup, Diane, merci beaucoup, Véronique, pour vos interventions très inspirantes. Je vois que ça a pas mal réagi en ligne, où tout le monde a salué vos qualités d'intervention et votre pédagogie. On se donne rendez-vous les mardis 13, 20 et 27 mai prochains pour la prochaine mini-série sur le thème compétitivité des exploitations agricoles, qui sera animée par l'ACTA. Encore un grand merci pour votre fidélité et on se dit à très bientôt. Merci, au revoir.